Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump has won the presidency for a second time. Mais comment Donald Trump a-t-il gagné les élections américaines alors qu'il était parti perdant? Les élections américaines de 2024 sont désormais derrière nous. Et une fois de plus, elles ont surpris le monde entier avec la victoire de Trump. Pourtant, tout semblait jouer en défaveur du candidat républicain. Il avait tout pour perdre. Des démêlés judiciaires, un bilan controversé et une opinion publique souvent hostile. En face, Kamala Harris incarnait la candidate parfaite. Expérimentée, soutenue par l'élite démocrate et les médias, elle avait un CV politique impressionnant. Et en plus, les sondages étaient formels. Les experts unanimes, tout pointait vers une défaite inévitable pour Trump. Et pourtant, contre toute attente, Donald Trump a retourné la situation. 50,7% des voix pour le candidat républicain, contre 47,8% pour la candidate démocrate. C'est le plus gros écart depuis des dizaines d'années. Mais comment Donald Trump a-t-il réussi? Et si je vous disais que Trump a utilisé un arc narratif surpuissant et vieux comme le monde, celui des rebelles contre le système. Ce schéma narratif a résonné profondément avec son électorat, particulièrement dans une Amérique divisée et méfiante envers ses élites. Mais au-delà de la politique, c'est une véritable masterclass de marketing. Et avec mon équipe, nous avons enquêté sur les stratégies de communication et les mécanismes psychologiques qui ont permis à Trump de transformer le cours des élections. So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Mais alors, comment un homme qui n'avait aucune expérience en politique, aucun soutien médiatique et aucune crédibilité pour être président, a réussi à rallier une majorité d'électeurs et de devenir président des États-Unis 2 fois? Et ce qu'on a découvert nous a permis de redéfinir la notion de storytelling en marketing, pour que vous puissiez, vous aussi, l'utiliser pour votre business. Et notre enquête commence par une question. Pourquoi les sondages et les médias avaient tout faux sur ces élections? Parce que l'écart entre les sondages et les résultats traduit en réalité quelque chose de bien plus profond. En psychologie sociale, c'est ce que le chercheur Lee Ross appelle l'effet de rejet du consensus. En se positionnant comme un outsider face à un système jugé élitiste, Trump a su capitaliser sur cette méfiance envers le consensus établi. Son discours et ses actions ont été faits pour résonner avec les électeurs qui se sentent marginalisés par le discours dominant. Ce scepticisme envers les autorités et les institutions qui prétendent détenir la vérité est la clé de notre ère moderne, ce qu'on appelle le postmodernisme. Depuis la Seconde Guerre mondiale, une méfiance s'est installée envers les grands récits imposés comme vérité absolue. Lorsque quelque chose est présenté comme moralement juste, cela tend à provoquer une certaine méfiance. La méfiance à l'écart des méta-récits serait même, selon le philosophe Jean-François Lyotard, l'une des caractéristiques majeures de notre époque. Et c'est aussi la raison pour laquelle les élections démocratiques en Occident sont aussi équilibrées. Lorsque un camp prend le dessus sur l'autre, parce que l'autre est nul, c'est qu'il y a un loup. On n'est quand même pas dans une dictature. Car si il y a un sentiment d'avoir un fort consensus, cela paraît bizarre. Il y aurait peut-être manipulation. Et on observe ça même en marketing. Car les dirigeants et les marques qui réussissent perdent en capital sympathie. Un jeune entrepreneur geek et boutonneux qui veut révolutionner le monde sera admiré. Mais s'il réussit, vous le verrez devenir un vilain. Et ce mécanisme psychologique est une opportunité pour les ambitieux, car il permet à n'importe quelle marque peu connue de pouvoir renverser la domination. Et pour mieux comprendre le mécanisme derrière ce retournement, intéressons-nous à un exemple célèbre dans le monde du marketing. La guerre entre Coca-Cola et Pepsi. Nous sommes en 1980. Coca-Cola domine le marché des sodas. Son image, c'est celle de la tradition, du confort, de la boisson que tout le monde connaît et consomme. En d'autres termes, Coca, c'est le consensus, la marque préférée, celle qu'on choisit par défaut. Et si vous demandiez à un Américain de goûter entre 2 canettes et de lui demander quelle était celle qu'il préférait,
il vous aurait systématiquement répondu Coca. Sauf que si vous enleviez l'étiquette, quel serait le résultat selon vous? Et c'est ainsi que dans les années 80, Pepsi a renversé la situation avec une stratégie audacieuse, le Pepsi Challenge. Et cette campagne encourage les consommateurs à goûter les 2 sodas à l'aveugle et à choisir leurs favoris, leur permettant ainsi de modifier leurs croyances. Et une fois que les croyances avaient été bousculées, les équipes marketing de Pepsi ont accompli un deuxième coup de génie. Présenter Coca-Cola comme une marque pour ceux qui suivent la majorité. Parce que imaginez, vous êtes un jeune ado dans les années 80. Est-ce que vous voulez vraiment boire la même chose que vos parents? Ou oserez-vous être différent en étant quelqu'un de cool qui préfère les meilleures choses? Pepsi devient alors un symbole d'indépendance, de rébellion contre le statu quo. Est-ce que ça vous rappelle pas étrangement une certaine élection américaine? Parce que maintenant on comprend mieux la stratégie qui a fait gagner Donald Trump. Car Kamala Harris était le Coca des élections américaines. Elle était présentée comme le statu quo, le choix évident soutenu par les médias mainstream et les sondages. Trump a donc habilement incarné ce rôle de Pepsi politique. Et il l'a joué jusqu'au bout, au point d'oser s'attaquer à son propre camp. Hopefully we get rid of Mitch McConnell pretty soon, because he helped him. That guy. Can you believe he endorsed me? Can you? Boy, that must have been a painful day in his life. Et ainsi, Trump est devenu la solution pour mettre dehors tout ce qui ne fonctionnait pas. Sauf que cet arc narratif du rebelle est insuffisant. Être une alternative ne garantit pas la victoire. Parce que Pepsi n'a jamais détrôné complètement Coca-Cola. Trump avait donc besoin d'un ingrédient supplémentaire pour surpasser Kamala Harris, qui dominait toujours dans les sondages. Et c'est là où Trump a déployé son arme secrète, l'amplification narrative du rebelle. Et cette méthode est un véritable coup de judo politique, qui lui a permis de mobiliser les électeurs mécontents et de renverser la situation en sa faveur au dernier moment. Alors l'arc narratif du rebelle est amplifié en 3 étapes. La première étape est l'analyse. D'abord, il a su exploiter le contexte de l'Amérique déclassée. Il a présenté le système comme responsable des problèmes que rencontrent les Américains. Et il l'a fait avec un vocabulaire fort, mais simple, basé sur l'émotion. Le candidat républicain s'est positionné comme le sauveur contre le système. Et contrairement aux démocrates qui parlaient un langage technique, souvent ennuyeux, Trump a choisi le langage des émotions, créant son propre Pepsi Challenge politique. Is it realistic to deport everyone who's You have here no choice. illegally? First of all, they're costing us a fortune. But we're starting with the criminals, and we gotta do it. Et une marque peut utiliser exactement le même levier. Pour cela, elle doit utiliser les questions suivantes. Quel est le problème principal avec les solutions existantes? À quel point ce problème impacte les utilisateurs dans leur quotidien? Et finalement, à quoi ressemblerait le monde s'il y avait une solution à ce problème? Et tout comme Trump, si vous utilisez cette grille de lecture, vous êtes bien parti pour passer à l'étape suivante. Parce que la deuxième étape, c'est devenir une alternative. Une fois que Trump s'est positionné comme l'opposé du système en place, il n'a pas juste compté là-dessus. Il a adopté une stratégie bien plus maligne. Une stratégie de petits pas qu'on pourrait appeler les attaques de sape. Avec cette méthode, au lieu de confronter directement un adversaire sur le terrain qu'il maîtrise, vous le contournez et l'affaiblissez progressivement sur des points où il est faible. Parce que plutôt que de vous attaquer frontalement à une forteresse où vous êtes certain de perdre, vous devez creuser sous les fondations jusqu'à qu'elle s'effondre d'elle-même. Et pour Trump, cette stratégie s'est traduite par l'utilisation de canaux alternatifs, dont une en pleine expansion, les podcasts. I don't know if you know this, but some people call you a fascist. Yeah, they do. Parce que dans cette campagne, les podcasts ont permis de partager leurs messages à des canaux qui leur étaient hostiles. Parce que même les médias pro-républicains disaient du mal de Trump. He was terrible tonight. Former President Trump did take a lot of the bait that she threw out. Donc plutôt que de jouer sur un terrain miné, Donald Trump a frappé un grand coup. Prenez son passage dans The Joe Rogan Experience. C'était une conversation détendue, presque intime, où il a pu humaniser son message et toucher directement un public jeune et hyper connecté. L'épisode a battu des records en atteignant plus de 26 millions de vues en 24 heures. Ce fut l'une des apparitions les plus regardées de toute l'histoire du podcast, qui culmine aujourd'hui à 52 millions de vues.
Mais ce n'est pas tout. En allant chez Lex Fridman, il a aussi fait parler de lui, totalisant 7 millions de vues. Et cette stratégie de contournement et d'amplification a été utilisée par l'entièreté de son équipe. Même Elon Musk a été interviewé dans le podcast de Joe Rogan la veille du scrutin, atteignant 18 millions de vues. C'est dire l'impact de ce format. Et grâce à ses apparitions, Trump a réussi à contourner les médias traditionnels qui lui étaient hostiles, tout en amplifiant sa présence et son message. Il a pu ainsi renforcer son image d'alternative crédible au système. Une manœuvre simple mais terriblement efficace pour le candidat républicain. De la même manière, en marketing, il suffit de trouver des canaux qui sont sous-exploités. Par exemple, si tous vos concurrents sont sur LinkedIn, peut-être que vous devriez essayer de prospecter sur YouTube. Mais la troisième étape était certainement la plus importante pour la campagne de Trump. Surprendre l'adversaire en utilisant ses propres forces. Parce qu'une fois que vous progressez, votre concurrent va forcément faire une erreur. Et c'est là où vous pouvez gagner. Et pour Kamala, l'erreur fut à cause d'une seule ligne sur son CV. I worked at McDonald's. I was a student when I was working at McDonald's. La candidate démocrate a essayé de se présenter comme une élite proche du peuple. Et dans un pays où un Américain sur 8 a travaillé chez McDonald's, l'idée de mettre en avant cette ligne sur son CV aurait pu la présenter comme quelqu'un proche du peuple. Sauf que les équipes de Kamala n'avaient pas prévu la réponse de Trump. Le 20 octobre, le candidat républicain a créé la surprise en endossant un tablier de McDonald's et en s'installant derrière la friteuse. Dans cette mise en scène soigneusement orchestrée, il a même déclaré « J'ai désormais travaillé 15 minutes de plus que Kamala ». Le piège s'est retourné contre elle. Trump avait réussi à la présenter comme protectrice du système et des élites. Et en voulant se présenter comme proche des gens, elle a perdu toute crédibilité. Et toutes les marques font des erreurs de ce type. Même Apple avait raté le coche en faisant une campagne où ils avaient écrasé des instruments avec une presse hydraulique. Et si l'idée que la culture pouvait tenir en une tablette était bonne, ils ont dû faire des excuses publiques. Samsung avait alors saisi cette opportunité avec la publicité Uncrush. Et c'est ainsi que Trump a réussi à renverser les élections américaines. Et si cette stratégie en 3 étapes fut appliquée à la perfection pour Trump, ce ne fut pas tout. Parce que lui aussi avait des faiblesses. Et plutôt que de les ignorer, il les a adressées directement. L'une de ses faiblesses est qu'il avait perdu la majorité de son équipe du premier mandat. Il lui fallait donc renouveler son équipe. Et là où il avait cherché son équipe dans la sphère politique, Trump a décidé de recruter différemment. Elon Musk et plusieurs autres entrepreneurs connus ont décidé de rejoindre la campagne. Parce que Elon Musk est l'incarnation du rebelle. Souvenez-vous, Twitter était un réseau qui censurait et notamment Donald Trump. En rachetant Twitter, Elon Musk se présentait comme le sauveur de la liberté d'expression. Et sous la direction d'Elon Musk, X est devenu central pour Trump, qui lui permettait de contourner les médias traditionnels et communiquer directement avec ses partisans. Mais ce n'est pas la seule plateforme qui a permis d'amplifier son message. On l'a vu sur Twitch et même le concurrent Kick avec le streamer Adin Ross. Le stream a attiré plus de 580 000 spectateurs à son pic d'audience. Et cette alliance stratégique lui a permis de dominer la conversation en ligne et d'attirer l'attention sur sa campagne. En fait, cette méthode a été appliquée sur tous les fronts et même dans des États qui étaient traditionnellement démocrates. Cette stratégie en 3 étapes s'est avérée payante. Alors que les médias avaient déjà fait leur choix en faveur de Kamala Harris, même sur les chaînes républicaines, Trump a réussi à renverser la situation. Ce fut une victoire éclatante pour Trump. Et le plus intéressant dans cette stratégie, c'est qu'elle marche pour tout le monde. Parce qu'on aurait pu très bien appliquer exactement le même narratif contre Trump, qui était déjà influent et riche. Pourtant, le piège qu'il a tendu à Kamala Harris s'est révélé être une manœuvre habile de communication politique. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette stratégie n'est pas permanente. Et on peut déjà observer des changements dans la communication officielle de Donald Trump, qui a subtilement inversé l'arc narratif. In many cases, they become successful. They have great jobs. In some cases, they have small businesses. Some cases, they might have large businesses. And we're going to have to do something with them.
You want them to be able to stay, that's what you're saying? I do. I want to be able to work something out. Ce type de stratégie, se positionner en tant que défiant les institutions ou les monopoles, captive une audience en quête d'un leader qui incarne une authenticité. Mais alors, pourquoi ce mécanisme fonctionne aussi bien? La réponse se trouve dans notre psychologie profonde et nos instincts sociaux. En psychologie sociale, on observe le phénomène appelé l'effet underdog ou l'effet outsider. Ce biais cognitif nous pousse à soutenir naturellement celui qui semble désavantagé ou en position d'infériorité dans une compétition. Cette tendance à défendre le plus vulnérable est profondément ancrée dans notre nature humaine. Et elle trouve ses racines dans une évolution en tant qu'espèce sociale où la cohésion et l'entraide du groupe sont essentielles à la survie. Nous sommes programmés pour soutenir le plus faible contre le puissant. Et cet arc narratif du rebelle est utilisé par les plus grandes entreprises du monde. En 1984, Apple lançait sa campagne légendaire pour le Macintosh, avec une publicité qui défiait ouvertement IBM, surnommé Big Brother. Avec son slogan « 1984 ne sera pas 1984 », faisant référence au livre du même nom. Apple s'est alors positionné comme le rebelle face à un système écrasant. C'est d'ailleurs devenu la marque de fabrique d'Apple. Quelques années plus tard, la campagne Think Different a cimenté son rôle de challenger visionnaire. Elle s'adressait directement à ceux qui se sentaient en dehors du statu quo, avec un message clair. Ceux qui pensent différemment sont ceux qui changent le monde. Apple n'a pas seulement vendu des produits, mais une idéologie. Et tout comme Trump, la marque a mobilisé un public en quête de changement de paradigme, prouvant que l'arc narratif du rebelle fonctionne aussi bien dans le marketing que dans la politique.